Et si votre téléphone vous permettait d'acquérir une fraction d'un palace parisien, d'une œuvre d'art ou d'une start-up prometteuse? La tokenisation répond à cette question avec un grand oui. Bonjour à tous et bienvenue dans Token Talkers, votre podcast incontournable sur le Web 3.0 et plus précisément la tokenisation d'actifs. Plongez avec nous dans l'univers fascinant de cette technologie émergente et découvrez comment elle révolutionne notre monde, nos finances, notre économie et redéfinit les échanges de valeurs. Chaque semaine, nous accueillons des invités passionnés et engagés, tous animés par une vision commune: rendre ces technologies accessibles à tous. Ils partagent avec nous leurs connaissances approfondies, leurs expériences uniques et leurs perspectives d'avenir. Que vous soyez un professionnel aguerri, un investisseur avisé ou simplement curieux d'explorer cette révolution technologique, Token Talkers est votre guide privilégié dans l'univers complexe mais absolument captivant de la tokenisation et des actifs numériques. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré. Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode de Token Talkers. Aujourd'hui, on est très ravis de recevoir Achilles, qui est ancien footballeur, qui est devenu amoureux du Web3, de la blockchain et de tout son écosystème en 2018. Il a fait beaucoup pour cet écosystème et il a notamment créé une entreprise qui s'appelle CleanChain, dans laquelle on va parler, on va discuter ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Il est aussi intervenant dans des formations, dont RubyChain, dont on va aussi discuter. Ariles, comment ça va? Bah, ça va très très bien. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation et ravi d'être parmi vous. Eh ben, on est ravis de t'accueillir avec nous. Est-ce que du coup, on peut commencer par une petite introduction? Tu peux nous en dire plus sur qu'est-ce que tu fais sur CleanChain, ou si tu veux nous parler un petit peu de ton parcours avant aussi, avec plaisir. Bien sûr, avec plaisir. Bah, d'abord, donc moi, comme présenté un petit peu, j'ai commencé donc avec le sport. Donc, je suis un ancien footballeur. Ni Kylian Mbappé, ni Neymar, hein. On redescend un petit peu dans des sphères normaux. Mais effectivement, donc première partie de ma vie, effectivement, où j'ai pu vivre de ma passion, une famille de sportifs aussi. Donc, c'était une évidence. Puis les aléas de la vie ont fait qu'on a dû changer de voie. Ce qui m'a amené un petit peu à me chercher, hein, parce qu'effectivement, quand on fait du foot professionnel, on est un petit peu aussi focus 100% dessus, pas trop le temps de faire autre chose. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu difficile les premiers temps. Donc on a repris finalement par un peu comme tout le monde, je pense, par un peu les études et reprendre un peu là où on avait arrêté quand on était sportif. Et puis de fil en aiguille, je commençais à, un peu comme tout le monde, enfin de début mi-2018, à entendre parler un petit peu de Bitcoin et de blockchain, qu'il y avait de la spéculation. Et c'est ce qui un peu m'a fait un peu fuir. Et on va dire, c'était le côté un peu pas safe qui me faisait, qui me voulait pas me faire rentrer dedans. Et puis d'abord, on a commencé à faire ses propres recherches, à se renseigner. Et puis de fil en aiguille, honnêtement, au fil de quelques rencontres aussi, ça a été un électrochoc. Ça m'a ravivé ma flamme de mes premiers temps avec le sport, dans le sens où j'ai trouvé une deuxième passion, qui était dans l'investissement, déjà un peu de trading forcément, et surtout l'écosystème Web3 et blockchain qui aujourd'hui a énormément de potentiel, où on peut absolument tout faire, si ce n'est encore inventer des nouvelles choses. Donc voilà, je me suis lancé à fond en me disant si j'étais jeune et que je devais reprendre mes études, qu'est-ce que je voulais faire? J'aurais fait ça. Donc depuis 2018, à fond en autodidacte. Et puis récemment, j'ai validé mes compétences auprès de donc une école française qui s'appelle Adira, qui m'a permis de valider toutes mes compétences avec une spécialisation dans tout ce qui est finance décentralisée, parce que c'est aussi une de mes passions, tout ce qui est finance décentralisée, des rendements dans la DeFi, des protocoles DeFi. Vraiment, c'est quelque chose qui, je pense, sera certainement la finance de demain, même auprès des institutions, hein, qui on le voit de toute façon aujourd'hui. Et puis, comme vous l'avez dit, de là, beaucoup de rencontres et des projets multiples qui se sont proposés à moi, et notamment un projet qui me tenait vraiment à cœur, qui est CleanChain. Donc on aura l'occasion d'en parler, où nous sommes cinq personnes qui avons travaillé dessus pour le prototype. Donc il y a deux développeurs, donc il y a Jérémy et Kevin qui sont développeurs, il y a Julien et moi qui sommes consultants et qui travaillons dans tout ce qui est écosystème, et on a Ismaël
qui chapeaute tout ça, lui, qui a 20 ans d'expérience dans le Web 2 et Web 3, et qui monte sa société dans le Web 3 aussi. Donc voilà, toute cette équipe s'est mis vraiment ensemble pour monter le projet CleanChain que j'aurai l'occasion de développer avec vous juste après. Avec grand plaisir. Ouais, donc ça fait déjà un beau parcours, mais en tout cas, c'est hyper cool de se dire. Et je pense que ça doit être challengeant quand tu es à haut niveau dans quelque chose où tu es, on va dire, t'es expert, tu fais partie de l'élite. Tu te dis, bon, bah, ok, je repars entre guillemets de zéro. Dans quoi est-ce que je repars? La montagne, elle doit paraître grande en tout cas. Mais bravo pour ça parce que c'est pas évident, justement. Il y en a beaucoup qui sortent justement de ce haut niveau. On en a côtoyé beaucoup avec Jean parce qu'on a été pas mal aussi dans le sport, l'accompagnement et un peu dans le haut niveau, en tout cas dans l'accompagnement. Et on en voit qui, voilà, qui arrêtent et ouais, recommencer, refranchir, re-escalader une autre montagne, bah, c'est pas donné à tout le monde. Les gens ont plutôt, peuvent avoir tendance en tout cas à se dire: «Bon, bah, OK, vas-y, je veux faire quelque chose de très traditionnel, je suis en roue libre» entre guillemets. C'est ouais, c'est vraiment la flamme. C'est le concept, Web3 qui t'a redonné ce punch? Honnêtement, je suis passé par cette phase. Je pense que, c'est important, hein, de le dire, hein, une fois que j'ai arrêté on va dire ma carrière professionnelle. À partir du moment où on vit de sa passion, effectivement, on n'est pas dans les sommes qu'on entend aujourd'hui, mais on vit quand même de sa passion donc on s'imagine vraiment pas faire autre chose. L'arrêt a été très compliqué parce qu'on est confronté à la vie réelle et au quotidien, en fait, en se disant effectivement, il faut aller travailler, il faut aller payer ses factures. Moi, j'ai un enfant et une femme, donc il y a des responsabilités, il y a beaucoup de choses. Euh, Force est de constater que quoi qu'il arrive, on est allé travailler parce que, bah, effectivement, il faut quand même. Mais à côté de ça, je savais que je suis quelqu'un qui donne beaucoup quand je travaille, comme dans le sport ou comme autre chose. C'est très important de pouvoir se réveiller ou en tout cas de galérer dans un emploi entre guillemets qui nous plaît parce que quand tout se passe bien, il n'y a pas de besoin de se prendre la tête. Donc moi, généralement, je réfléchis toujours en me disant, même quand je travaille avec une équipe, c'est est-ce que je suis capable de travailler avec eux dans les mauvais moments parce que les bons moments, même si on ne s'entend pas, tout va bien. Et ce que j'ai retrouvé moi dans le Web3, bah, déjà, c'est la remise en question quotidienne, la remise en question sur le fait que bah, on ne connaît pas tout. C'est quelque chose qui est nouveau. Aujourd'hui, on entend beaucoup expert, mais voilà, c'est un écosystème qui est très, très jeune. C'est l'occasion ou jamais, je dirais, de prendre le pas sur une technologie nouvelle qui va émerger et qui va s'expandre. À l'inverse, on n'a pas pu le faire quand il y a eu Internet, vu qu'on était tout jeune et c'était pas de notre génération. Mais on a grandi avec. Donc moi, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Et encore une fois, la spéculation, vraiment, pour être honnête, c'est quelque chose qui au début m'a fait peur parce que j'étais absolument pas éduqué sur le sujet, hein. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien et avec lequel je suis capable de gérer et de mettre en place des choses qui me permettent aujourd'hui bah, d'être de plus en plus indépendant et on travaille beaucoup plus que si on était salarié. Il ne faut pas se voiler la face, mais au moins, c'est quelque chose qui nous plaît et qui nous motive au quotidien. Et ça nous permet de faire d'énormes rencontres dans un écosystème qui est vraiment, vraiment extraordinaire. Waouh, génial. Bah, merci pour la présentation. En tout cas, c'est très intéressant, tout ce que tu fais. Effectivement, il y a dans différents projets, il y a pas tout le temps de la spéculation, il y a pas tout le temps de la volatilité. Ça, faut aussi le préciser pour les auditeurs. Mais, c'est important d'avoir un minimum de connaissances pour pouvoir savoir ce que l'on va faire dans le futur. Pour ça, rien de mieux qu'écouter la chaîne, Token Talkers. C'est aussi, l'objectif, pourquoi tu es là, Ariles, pourquoi est là Lupo, pourquoi on parle tous ensemble de ça. Donc, il faut vraiment, vraiment prendre le temps de nous écouter et éviter effectivement les projets compliqués et s'éduquer sur le marché. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus quel est le rôle un petit peu de CleanChain? Quel est son objectif? Comment vous travaillez sur la blockchain? Qu'est-ce que vous faites? C'est intéressant tout ça. Ouais, bien sûr. Déjà, de base, il y a une idée en commun entre nous cinq qui travaillons sur le projet, c'est que on est fervent de partager nos connaissances et surtout, on veut faire partie de l'adoption, si je peux utiliser ce terme ou ce gros mot, je ne sais pas, mais de l'adoption future de cette technologie. Donc, notre idée, c'était de réfléchir à comment mettre en place quelque chose qui puisse attirer des personnes tout en leur montrant que ça a un impact réel, comme vous venez de le dire, il n'y a pas uniquement que de la spéculation, mais que ça a vraiment un impact sur le monde de tous les jours.
Et on a eu une opportunité effectivement à travers CleanChain, on a eu une rencontre avec donc SmartBee, avec qui on aura l'occasion de parler, je pense, un peu plus tard, qui nous a présenté une problématique effectivement qui était qu'aujourd'hui, à leur niveau, ils avaient une disponibilité en termes de crédit carbone. Alors, c'est des termes qui peuvent paraître un petit peu aussi vulgaires. On aura l'occasion, je pense, d'un petit peu les simplifier pour tout le monde. Et nous, en fait, on s'est simplement positionné, on s'est simplement dit, d'accord, aujourd'hui, le marché de tout ce qui est caritatif, c'est un marché qui est très important et qui est très, très grand. On a pu le voir au travers des dernières années, politique à part, mais que même malgré tout, le caritatif, enfin, la blockchain a contribué dans tout ce qui était caritatif via des donations sur différents points. Et donc, je pense que c'est un marché qui est énorme parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'écosystème, il ne faut pas le croire, qui ont conscience des problématiques de tous les jours. Et on entend énormément parler d'écologie. On sait très bien qu'on entend beaucoup de choses parler à droite à gauche de la consommation de la blockchain. On confond souvent forcément l'Ethereum avant de merge. On confond aussi comment fonctionne Bitcoin. Je pense qu'il y a beaucoup de stigmatisation. Alors, à juste raison, ça dépendra de chaque point de vue. Et donc, nous, l'idée, c'était vraiment de se mettre en tant qu'intermédiaire et de pouvoir proposer aux utilisateurs d'un premier temps Web3, parce qu'on voudrait rester toujours un petit peu Web3, mais de leur permettre vraiment d'avoir un accès à tout ce qui est caritatif, notamment dans des projets à impact environnemental. Tout ça en utilisant tous les avantages de la blockchain qui permettent donc la traçabilité, la sécurité et la numérisation donc voilà, des données. Ça, c'était l'idée de base qu'on avait ensemble. Voilà. C'est pour ça qu'on a monté derrière notre prototype avec SmartBee qui permet aux utilisateurs, pour faire très très simple, et c'est vraiment très très simple comme outil, avec des calculs qui sont peut-être complexes, mais l'idée c'était vraiment d'apporter quelque chose de très intuitif. C'est simplement le fait de pouvoir scanner son portefeuille, donc son portefeuille décentralisé, soit un MetaMask ou un Trust Wallet, ou peu importe, sur le réseau Ethereum, mais qui est EVM compatible dans l'absolu. Et c'est simplement de pouvoir remonter donc, toutes les transactions de ce portefeuille en fonction de l'utilisateur, hein, ça peut être quelques années, quelques mois, quelques jours, et au travers de ces transactions, déterminer l'impact carbone que ce portefeuille aurait pu donc, générer au travers donc, des différentes transactions de la blockchain. Vu que lorsqu'on fait appel à la blockchain, on fait appel à des smart contracts, on fait appel à plusieurs transactions qui peuvent être plus ou moins énergivores. Et ce calcul, voilà, qui est fait avec une moyenne, le calcul ne peut que s'améliorer, hein, bien évidemment, c'est un peu complexe. Donc, élabore une moyenne de l'émission carbone du wallet. Et donc, l'utilisateur peut, ce n'est pas d'obligation, mais évidemment, c'est vraiment du caritatif, peut, s'il le souhaite, compenser cette empreinte carbone à hauteur de la somme qu'il souhaite, hein, bien évidemment. Et ce qui permet en fait d'avoir un équilibre et du coup, bah, forcément, de moins consommer et de réduire l'empreinte carbone de chacun. Voilà, c'était la porte d'entrée. Ok. Ouais, donc n'importe qui peut arriver, dire: «Ah OK, j'aimerais savoir quelle est ma consommation, quelle est mon empreinte carbone pour mon wallet». Je peux les scanner, ça me donne un calcul et après il y a un montant qui est suggéré ou alors c'est vraiment moi qui peut dire: «Bon OK, j'ai envie de participer». Parce que peut-être que les gens, ils n'ont pas forcément Ouais. d'idée de combien ils devraient compenser. Très bonne question. Alors, c'est effectivement donc le scanner, toute personne qui a un portefeuille décentralisé avec des transactions, effectivement, il faut quand même un certain nombre de transactions pour que ce soit efficient. Mais, OK. et sur le réseau Ethereum dans un premier temps. Plus tard, bien évidemment, il y a beaucoup de réseaux qui arrivent et tous les autres, mais Ouais. dans un premier temps, vraiment, on est sur Ethereum. Effectivement, donc vous scannez votre wallet et une fois que le wallet détermine donc en tonnes de CO2, ça détermine en tonnes de CO2 l'empreinte carbone. Et la tonne de CO2 peut être compensée à hauteur de 20 euros, si je dois donner une somme en Mmh. fiat. C'est 20 euros le crédit carbone, donc ça représente un crédit carbone pour 20 euros. Maintenant, si votre portefeuille a consommé 12 euros, vous pouvez faire une fraction de crédit carbone qui est de 0,5 ou 0,4 ou plus si vous voulez faire comme un don derrière. La finalité de la chose, c'est que dans un premier temps, nous, on propose notre scanner, ce qui permet de faire ce calcul. Ensuite, c'est là où c'est très intéressant, c'est que notre scanner derrière peut être adossé et relié à différentes API.
Donc, pour donner une idée, actuellement, l'API qu'on utilise, c'est effectivement l'un de nos partenaires qui est avec Smartbee, ce qui nous permet d'avoir donc directement l'appel aux différents crédits carbone que eux possèdent, parce que nous ne les possédons pas directement. Donc, eux possèdent, ce qui ensuite derrière fait l'échange et transfère à l'utilisateur une certification sur la blockchain avec les coordonnées de GPS du projet et les informations différentes du projet, ce qui permet du coup à l'utilisateur d'avoir une traçabilité, quand même une visibilité sur le projet qu'il soutient. Voilà. Et ce qui est vraiment très intéressant derrière, c'est que notre scanner est indépendant et peut très bien être, dans l'idée, par exemple, sur des sites comme WWF ou la Croix-Rouge ou des sites différents de différentes associations caritatives, vu que l'API peut être connectée au stock de chacun. Elle est vraiment indépendante. Ouais, c'est ce que Ok. c'était ma prochaine question justement, savoir un petit peu quels étaient les premiers cas d'usage, C'est ça. soit auxquels vous vouliez, «orienter» entre guillemets Mm. votre produit ou peut-être même des cas d'usage qui se sont présentés à vous, «malgré vous» entre guillemets, que vous n'aviez Mm. peut-être pas imaginé, pour rentrer encore plus dans du concret. Si tu peux nous donner, ouais, 1 ou 2 exemples, ça peut être top. Ouais, des cas d'usage de nous, ce qu'on a eu, en tout cas, la cible première, ça reste des particuliers, des retail qui souhaitent effectivement avoir un impact sur l'environnement via différentes solutions. Sinon, là aujourd'hui, on n'avait pas forcément prévu effectivement que c'était surtout au niveau société, où effectivement il y a une grosse attirance et il y a beaucoup de boîtes qui souhaitent effectivement compenser en fait leur empreinte carbone et donc effectivement qui peuvent nous solliciter pour différentes quantités. Et c'est au départ une problématique qu'on n'avait pas forcément mis en avant, où on était beaucoup plus focalisé le marché retail, mais c'est quelque chose qui est en train d'être travaillé pour que ce soit le plus fluide possible. L'objectif, forcément, c'est de fluidifier au maximum les transactions pour permettre aux utilisateurs d'avoir le plus rapidement possible on appelle ça le offset du crédit carbone, parce que le crédit carbone, quand il est acheté quelque part, il faut qu'il soit offseté, c'est-à-dire retiré du marché, pour qu'il soit réellement considéré comme investi dans le projet actuel. Voilà, ça, c'est une spécificité, je pense que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Aujourd'hui, si vous allez sur n'importe le site, je ne nommerai pas, et que vous compensez, on vous propose aujourd'hui, hein, vous achetez un billet de train par exemple, on vous propose de payer l'équivalent pour votre empreinte carbone avec la SNCF par exemple. Ça se fait de plus en plus. La différence, c'est qu'aujourd'hui, cet argent-là que vous mettez, vous, aucun doute, bien évidemment, hein, qu'il va dans des projets à but environnementaux, mais vous n'avez pas la preuve directe et vous n'avez pas la traçabilité avec tout ça. Avec la blockchain, on rajoute une couche de sécurité et de traçabilité qui est quand même très importante, je pense, pour tous les donateurs. Je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description, vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, vous nous aidez à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode. Moi, j'aime bien prendre un petit peu le prisme de l'amateur et de la personne qui ne connaît pas. Et si, par exemple, c'est la première fois que j'écoute et limite, c'est la première fois que j'entends parler d'empreinte carbone, etc., est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en quoi ça consiste? Parce qu'effectivement, on en entend parler de plus en plus. On sait que l'écologie et les empreintes environnementales, c'est vraiment la base, qu'il faut faire attention à tout ça. Et on est OK là-dessus. Et du coup, si par exemple, je voudrais avoir un peu plus d'informations de c'est quoi une empreinte carbone, comment ça fonctionne, en dehors de la blockchain, hein, peut-être d'une manière Oui, bien générale, sûr, peut-être en 1 minute, bien sûr. nous faire une petite introduction ou explication de c'est quoi une empreinte carbone. Alors, ce qui est important, c'est de diviser vraiment le marché en deux. Il y a le marché réglementé et le marché volontaire. Ça, c'est vraiment indispensable. Le marché réglementé, il concerne toutes les sociétés au niveau européen, parce que c'est des réglementations européennes, qui ont un quota obligatoire
à respecter en termes de empreinte carbone, si vraiment pour prendre le terme, en termes de droit de pollution, hein, si on peut dire le terme comme ça, c'est le fait c'est tout le CO2 que la société a le droit de dégager dans l'air et de polluer, le quota maximum qu'elle a le droit de polluer. Et dans le marché réglementé, ces sociétés-là, bon, ça concerne vraiment, je pense qu'il y a des 1200, 3000 ou 2000 pardon, sociétés qui sont concernées, par exemple en France, c'est tout ce qui est raffinerie, etc., tout ce qui est nucléaire, tout ça, tout, bien évidemment, tout ce qui est vraiment très consistant. Et ben, ces sociétés-là, en fin d'année, elles regardent leur stock, enfin, elles regardent leur émission de CO2. Si elles ont émis plus que le quota nécessaire, elles sont obligées d'aller sur le marché réglementé et en acheter du coup pour compenser. Voilà. C'est vraiment l'obligation au niveau du marché réglementé. Nous, le marché de nous sommes vraiment consacrés sur le marché volontaire et qui est vraiment, pour donner encore une fois une idée, c'est le caritatif. Voilà. C'est un marché caritatif qui n'est pas obligatoire. L'objectif, il est simplement de contribuer à l'environnement, que ce soit par des projets par exemple, vous avez Clean My Calanque sur Marseille qui nettoie toutes les calanques de Marseille, qui enlève tous les plastiques qui ne sont pas partenaires avec CleanChain. Hein, voilà, c'est un petit. C'est une association que j'aime beaucoup qui nettoie voilà, tous les plastiques des calanques. Et ne serait-ce qu'enlever ça, ça a un impact sur l'empreinte carbone. Vous avez d'autres projets qui créent du crédit carbone en replantant des arbres, en recréant de la biodiversité dans certains endroits. Voilà. Vous avez énormément de projets différents. Donc, il y a deux types de plus ou moins de création de crédit carbone. C'est soit la société qui crée en plantant des arbres, par exemple, ou sinon, vous avez les sociétés qui nettoient, on va dire, ou qui nettoient les océans, nettoient voilà, toutes ces sociétés-là qui sont dans l'empreinte environnementale. Waouh! C'est super intéressant. Donc, si on peut un petit peu analyser le concept de votre société, c'est que vous avez deux clients majeurs, le B2B comme le B2C. Le B2B qui émet tout simplement du carbone et le B2C qui va aller acheter l'empreinte carbone que les autres sociétés consomment pour gagner tout simplement de l'argent. Oui, on peut très bien aussi proposer au B2B la possibilité aussi de compenser et de contribuer. C'est-à-dire que nous, on a Les un deux. client, c'est ça. En fait, nous, on se positionne comme intermédiaire entre les deux. On ne possède pas le stock de crédit carbone, parce que déjà, ça nous mettrait dans une position aux yeux de la loi qui est différente. Il faudrait avoir, je pense, des agréments beaucoup plus complexes. Parce que du coup, nous, on a la chance de pouvoir travailler avec d'autres partenaires qui ont ces agréments. Parce qu'il faut savoir que les crédits carbone sont d'abord contrôlés et validés par plusieurs organisations européennes. C'est pas juste vous créez un projet et vous donnez un crédit carbone. Il y a des crédits carbone comme il y a des labels, voilà, si je peux dire, Wing of the Ocean, etc. Il y en a plusieurs. J'invite tous les auditeurs, bien évidemment, à se renseigner sur ces différents labels en fonction des différents secteurs d'activité des sociétés. Mais encore une fois, on peut se positionner comme vraiment, je prends deux exemples assez simples. On peut se positionner, par exemple, si on prend notre partenaire SmartBee. Aujourd'hui, vous avez une société une start-up qui souhaite compenser ou qui souhaite contribuer à l'environnement pour un projet qui correspond à leur vision que SmartBee propose. À ce moment-là, ils vont nous dire, bah, nous, on souhaite faire une donation de X crédit carbone. Ce qui, nous, on va faciliter cette transaction, faciliter cet échange, permettre du coup à la société de recevoir sa certification, son NFT qui prouve sa compensation carbone avec les données du projet en question. Et du coup, nous, ça nous permet effectivement aussi de pouvoir dégager un petit peu le stock de SmartBee qui, effectivement, lui aussi a la possibilité de pouvoir le dégager auprès de plusieurs projets. Et sinon, la deuxième possibilité, qui est encore une fois différente, c'est vous prenez une société caritative déjà qui est fonctionnelle, qui est déjà en place. Pour en citer plusieurs, WWF, encore une fois, Action contre la faim ou la Croix-Rouge. Et puis, vous mettez notre scanner sur leur site. Et eux, simplement, il suffit simplement de connecter notre scanner à leur API et aux différents projets qu'ils soutiennent. Et la personne qui connecte son wallet soutiendra directement la Croix-Rouge, WWF ou d'autres associations caritatives comme ça. Et je pense que c'est une force vraiment
je pense qu'il ne faut pas négliger pour toutes ces Ouais. associations. Ouais, il y a vraiment ce côté, traçabilité, transparence, Ouais, où va notre argent, c'est et ça. c'est la grosse question justement, de toutes les autres «caritatives» entre guillemets. C'est bon, OK, on aide, mais au final, qui est-ce qu'on aide? On aimerait bien Exactement. savoir est-ce que ça va vraiment, là où on pense que ça va? C'est ça. Franchement, ouais, c'est top. Est-ce que, hem, par rapport à tout ça, moi j'avais une question. En gros, Hem, donc comme tu as dit, il y a des agréments, du coup, pour les empreintes carbone. En fait, c'est quoi? Vous vous placez en tant que vous êtes juste entre guillemets «fournisseur de technologie», et vous fournissez la techno. Est-ce qu'il doit il enfin, les agréments que vous devez avoir par rapport à ça, c'est directement en France? C'est au niveau européen? Mm. C'est comment c'est décidé ça? Non. Nous, directement, on n'est pas impacté par ces agréments parce que nous, on est propriétaire de notre scanner et de notre calcul. Nous, on met en place un calcul sur la blockchain et sur différents réseaux qui permettent de déterminer une empreinte carbone. Et donc ça, nous, on en est propriétaire, CleanChain. Derrière, les partenaires avec lesquels on va travailler, c'est pour ça qu'il faut faire une sélection et il faut toujours bien faire attention avec qui on travaille. Les partenaires avec lesquels nous allons collaborer et nous collaborons, eux, ont les agréments ou en tout cas, si on parle de stock de crédits carbone, ont des crédits carbone qui sont euh, validés par les différentes institutions européennes. Alors ça peut être gouvernemental, mais c'est surtout européen parce que c'est souvent des projets, il y a des projets en France forcément, mais il y a souvent des projets, vraiment, c'est des projets à l'international. Ça peut être en Tanzanie, comme en Amérique du Sud, etc. Et tout. Donc, vraiment, l'idée de CleanChain, d'ailleurs, on mettra tout ce qui est white paper et roadmap pour les auditeurs, c'est que Bien sûr. aujourd'hui, on est vraiment dans un prototype qui montre vraiment la possibilité de scanner le wallet et de déterminer donc, la possibilité, la faisabilité de la chose. Mais à terme, l'objectif, c'est d'avoir vraiment une communauté qui est engagée avec un système de DAO qui permettent d'orienter effectivement les investissements pour tout ce qui est environnement en fonction de ce que la communauté souhaite. Aujourd'hui, si vous compensez sur CleanChain, effectivement, vous ne choisissez pas le projet, vous aurez le projet avec lequel nous travaillons, etc. Mais l'objectif à terme sur l'année 2024, c'est effectivement de proposer comme une marketplace, effectivement, mais vraiment toujours sous position intermédiaire et de diriger ensuite les différents levées de fonds, si je puis dire, sur les différents projets qui intéressent plus la communauté, que ce soit, ça peut être la reforestation, ça peut être le nettoyage des océans, ça peut être ce que la communauté souhaite, c'est le plus important. Ouais. Ah, ça permet de diversifier un petit peu les options. Ça, c'est très intéressant. Alors, comment ça se passe pour démarrer? Je vais sur le site CleanChain et directement sur le site CleanChain, j'ai accès à différents produits. Et dans ces produits-là, je vois les avantages, les inconvénients, ce que je mets en place et le prix que ça me coûte ou le prix que ça va me rapporter. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus, moi, en tant que client, si je veux voilà, travailler avec vous, comment ça se passe? Mm. Alors, aujourd'hui, c'est toujours notre MVP qu'on a mis en place. Il y a des mises à jour qui arrivent. Mais actuellement, si vous allez sur le site, donc alors, c'est encore très intuitif, très très simple. Il faut être titulaire d'un portefeuille décentralisé, effectivement, à l'heure actuelle. Donc l'objectif, c'est d'aller sur CleanChain. Une fois que vous allez sur CleanChain, vous avez quelques informations, notamment la présentation de l'équipe, avec les liens de chacun pour pouvoir aller rencontrer, pour aller voir un petit peu tout le monde. Et puis en haut à droite, vous pouvez vous connecter, voilà exactement. Hein. Vous pouvez aller vous connecter en faisant le Connect Wallet, ce qui permet du coup directement, qui vous invite à connecter votre MetaMask ou aux différents portefeuilles décentralisés. À ce moment-là, vous allez avoir un calcul qui est automatique, en fait, qui est fait, qui calcule automatiquement votre empreinte carbone. Ça va vous emmener directement sur une page où vous avez la possibilité donc de compenser en fonction de l'empreinte carbone que vous avez eue. Le montant ensuite qui est compensé est totalement libre. C'est-à-dire que vous pouvez mettre zéro et annuler, hein, il y a rien qui est fait, il y a aucune signature qui est faite dans un premier temps, il n'y a aucune information qui est prise, il y a absolument rien qui est pris. D'ailleurs, vous mettez votre adresse mail nulle part, on récupère aucune information de ce que vous faites. Vous connectez vos toilettes et si effectivement vous allez jusqu'au bout, vous aurez votre NFT, vous aurez votre document qui prouve la compensation et on aura forcément l'adresse de vos toilettes.
Voilà, c'est le principe de la blockchain. On reste pseudonyme. C'est pas le but, c'est pas de se cacher, mais le but c'est pas non plus de récolter les informations des utilisateurs. Et une fois que c'est compensé, une fois que c'est acheté, si je puis dire, il y a deux étapes. La première étape, donc, c'est que vous recevez votre certification à l'instant T, qui vous prouve que vous avez fait la démarche de compensation. Et puis, il y a un petit délai actuellement pour l'instant qui est d'une quinzaine de jours, qui regroupe plusieurs transactions, voilà, pour derrière ensuite en faire une seule pour minimiser les frais des utilisateurs et de CleanChain aussi. Et c'est cette dernière transaction, c'est ce que nous envoyons à notre partenaire, peu importe le partenaire qui sera, hein, et c'est notre partenaire qui offset le crédit carbone et qui les retire du marché. Et cette transaction déclenche une mise à jour sur le document que vous avez, vous ne recevez pas des nouvelles choses ou quelque chose. Ça déclenche une mise à jour où vous passez du statut pending à statut complete avec toutes les informations du projet qui a été financé. C'est vraiment les deux étapes un petit peu. Il y a un petit délai actuellement. Nous travaillons bien évidemment dessus. Ça dépend forcément du volume. Parce qu'effectivement, on utilise la blockchain Ethereum et donc nous prenons à nos frais et à les transactions qui sont pas dues à l'utilisateur, bien évidemment. Mais l'objectif, bien évidemment, c'est de les minimiser pour maximiser nos transactions et pour que l'expérience soit le plus fit pour tout le monde. Super intéressant. Donc, pour les utilisateurs qui veulent travailler avec vous, ils ont l'obligation d'avoir un portefeuille MetaMask au minimum pour qu'on puisse savoir justement ce qu'ils ont fait. Puis après, avec ce portefeuille MetaMask, ils vont recevoir un certificat. Donc, ils vont recevoir sous quel format leur certificat? En Voilà. format Le NFT. certificat. Et donc, du coup, C'est ça. ce certificat sera… Bah, allez, vas-y. Pardon, Je ouais. te laisse Ce l'explication. certificat, effectivement, dans la foulée, j'en mettrai quelques exemples aussi en documentation pour les auditeurs juste après. Vous recevez dans la foulée, donc sur votre compte, hein, parce que dès que vous connectez votre portefeuille MetaMask, du coup, c'est comme si vous vous connectiez, hein, comme si vous mettez votre adresse mail et mot de passe. Donc, à partir du moment où votre page change, vous avez un nouvel onglet en plus qui est donc offsetting. Et dans cette page-là, vous pouvez télécharger en PDF un document avec tout ce qui est, avec l'adresse de votre wallet, la date, etc., etc. et tout. Et c'est ce document-là qui sera mis à jour le jour J, que vous pouvez retélécharger au même endroit et il y aura les informations. Ce qui est important à comprendre pour la certification, elle est, on va dire, dépendante, mais elle est gérée dans un premier temps par notre partenaire, qui lui a développé sa propre solution sur Hyperledger, où toutes les informations seront disponibles, bien sûr, pour tout le monde sur tout ce qui est sur SmartBee. Et derrière, c'est l'effet, la chose la plus importante pour l'utilisateur, c'est vraiment d'avoir la preuve que le crédit carbone est, retenez les auditeurs ce mot, qui est offseté, donc qui est retiré du marché. Le offsetting fait que le crédit carbone n'existe plus, et le fait qu'il n'existe plus sur le marché, c'est qu'il contribue à un projet directement. Sinon, c'est du papier, quoi. C'est du CFD, quoi. Ok. Et ça permet, malgré qu'il soit offseté, d'être toujours tracé de manière transparente. Tout à fait. C'est parce qu'il est 100%. offseté, effectivement. Ouais. C'est parce qu'il est offseté qu'on peut être sûr qu'il est sur ce projet-là. Parce que s'il n'est pas offseté et que finalement il est encore au marché, donc on pourrait tous les deux acheter le même crédit carbone. À partir du moment où il est offseté, il n'est plus sur le marché, vous ne pouvez pas l'acheter vous. Donc il est en train de travailler. Voilà, la contribution a été faite. Ok. Moi, j'ai une question par rapport Ok. à. On entend. Ah merde. Tu m'entends? Ouais, c'est bon. Il y a un petit décalage. On entend justement beaucoup de rumeurs et aussi de propositions de loi au niveau français, au niveau européen sur justement l'éventualité d'un pass carbone, etc. Où chaque personne pourrait être, entre guillemets, on mettrait chaque personne en face de ses responsabilités et de dire, bon, OK, toi, voilà ton empreinte carbone. Tu as le droit à, X kilos, par an, X tonnes. J'ai pas forcément les mesures en tête, mais enfin, voilà, en tout cas, un quota. Si tu l'as dépassé, si tu veux ensuite, voyager, tu peux pas, et cetera, et cetera. Déjà, est-ce que toi, tu as des infos par rapport à ça? C'est ma première question et la deuxième,
Hem, Quel est l'impact et la faisabilité? Est-ce que c'est quelque chose qui pour toi est faisable à court terme ou c'est des choses qu'on va pas voir avant, au moins 10 ans entre guillemets pour le retail? Ouais, honnêtement, alors ce qui est sûr, c'est que je vais répondre à la question en 2 temps. Dans un Ouais, premier temps, la réglementation, elle évolue très, très vite sur les 10 dernières années, ça a été un combat, en tout cas, de l'Union européenne, et de plusieurs organismes, pour avoir un pourcentage en tête. Ils ont un pourcentage en tête qui est de, sans dire de bêtises, je crois qu'il doit être de 2 ou 3%. Ils veulent atteindre un taux d'émission qui est de ce niveau-là. Maintenant, faut être honnête, c'est très difficile à mettre en place au niveau mondial. C'est même impossible à mettre en place au niveau mondial. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que au niveau des particuliers et au niveau européen, c'est un sujet qui est sur la table et je pense que c'est une évidence que dans les 5 prochaines années, si ce n'est plus rapidement, il y a de fortes chances qu'on ait une taxe carbone individuelle à payer, familiale, en fonction de la taille de voiture, en fonction du mètre carré, etc., des différentes activités. Je veux dire, vraiment aujourd'hui, sur tous les sites qui ne sont pas du tout Web3, vous faites le tour, vous allez avoir, je pense, 30-40% des sites qui vous proposent, lorsque vous achetez quelque chose, de compenser l'empreinte carbone de votre achat. Et donc déjà, ça, c'est la première étape avant l'obligation. Voilà. Pour l'instant, c'est absolument pas obligatoire. Il n'y a pas de vraie, entre guillemets, utilité d'un point de vue défiscalisation, vu qu'aujourd'hui, si on fait une donation pour l'empreinte carbone, elle est peut-être même moins défiscalisée qu'une association directe comme la Croix-Rouge, où c'est défiscalisé à 75%. Mais mais c'est sûr et certain qu'effectivement, pour les sociétés, ça va être mis en place, c'est une évidence. Est-ce que ça va suivre au niveau du marché retail? Je n'ai pas de boule de cristal. Moi, je pense que oui, effectivement, je pense que oui. C'est pour ça que d'ailleurs, on se positionne aujourd'hui, on essaye de travailler aujourd'hui parce que c'est tout nouveau. Il y a Mika qui arrive aussi. Dans Mika, il y a plusieurs choses qui considèrent les real world assets. Et ce qu'on appelle par le real world asset, bah, le crédit carbone en fait partie, parce que c'est ce qu'on appelle par si je traduis, c'est des produits de la vie de tous les jours, quoi. Et donc c'est Mika en parle. Donc effectivement, je pense que dans les 5 prochaines années, on a de fortes chances de le voir et de le voir même au quotidien. Encore plus avec une adoption de la technologie blockchain, hein. Donc ouais, pour répondre à la question, honnêtement, je pense que ça va être le cas. Après, est-ce qu'on pourra voyager, etc., les conditions et tout, est-ce qu'on aura un QR code pour le crédit carbone, tout ça, libre à on va chacun voir à quelle sauce on va être mangé, ça c'est ça, libre à chacun. on va voir. Mais en tout cas, ouais, est-ce que c'est un vrai sujet. Je vois beaucoup d'entreprises, notamment, je crois que c'est Apple dans l'une de ses dernières conférences, a dit: «Ouais, on mise tout sur, objectif 2030, 0 émissions carbone» et cetera. Enfin voilà, c'est des beaux objectifs, hein, même si Ouais, j'aimerais bien je serais curieux de connaître, leurs émissions à l'heure actuelle. En tout cas, ils ouais, disent qu'ils luttent. Alors est-ce que c'est politique et tout simplement ils veulent se placer et ça fait bien et dans la tête, des retail, les gens se disent: «Ah ouais, en plus ils vont lutter contre ça», donc ça nous donne une occasion de plus d'aller acheter le dernier ouais, iPhone. c'est ça. C'est ça. Mais c'est toujours la question et c'est toujours la problématique où ça dépend dans quel point de vue on Ouais. se place. Euh, pour reprendre l'exemple, si Apple met en place, on va dire, autant sur ça, c'est que aussi ils doivent générer beaucoup de CO2. Et donc, c'est vraiment la question à se poser. Est-ce que si on en génère beaucoup, le fait d'en acheter beaucoup, est-ce qu'effectivement ça compense réellement? Est-ce que la neutralité carbone, c'est le fait si on en consomme 1000, on en rachète 1000, ou est-ce que c'est de consommer 500 finalement, Ah ouais, c'est une vraie question. finalement, est-ce que c'est ça? Donc c'est vrai que Ouais, c'est une question qui est, après c'est financier, c'est une question qui est beaucoup plus complexe. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'empreinte carbone individuelle, ou en tout cas de la société, des entreprises, n'est pas prête de baisser non. comme ça. Il va y avoir des moyens pour pouvoir de compenser, mais baisser, c'est pas évident. Vraiment, nous, aujourd'hui, l'idée, si on peut imaginer Clean Chain, nous, notre objectif, c'est d'être tôt pour pouvoir avancer avec la régulation qui arrive.
et surtout réussir à se placer en dehors du retail seulement. Parce que l'objectif, ça serait de pouvoir partager cette solution, pourquoi pas sur le marché réglementé, pourquoi pas proposer une solution traçable qui fluidifie les transactions pour toutes les sociétés réglementées qui souhaitent aujourd'hui, enfin qui ont l'obligation, c'est même pas qui souhaitent, qui ont l'obligation de compenser en fin d'année en fonction de leur consommation et de leur émission de CO2. Donc ouais, vraiment, l'objectif, c'est même d'aller plus loin. Ouais, c'est là où c'est un vrai, un vrai, comme on peut dire, un vrai move, de votre part et je trouve que c'est ultra, ultra intelligent de dire: «En fait, on crée une technologie que les entreprises vont être obligées d'adopter et sûrement, comme on le dit, les retail, les particuliers». Mais, c'est un très, très, oui, c'est très intelligent de se dire: «Bah, en fait, voilà, on sait qu'ils vont être obligés de le faire, bah, créons la technologie pour que quand, les États ou quand, oui, enfin les entreprises soient obligées de le faire, bah, qu'ils passent par nous obligatoirement et donc là, c'est sûr qu'un produit ou un service, c'est encore plus facile à vendre quand c'est une obligation, de l'État, surtout quand c'est l'État qui l'impose donc par rapport à ça, ouais, c'est ultra intelligent, ultra ultra malin. Est-ce que, du coup, toi, tu as des données un petit peu, je suis curieux, des datas en termes du justement, on parle de rendre, une blockchain, la blockchain verte et cetera. Est-ce que toi, tu as un petit peu, des datas par rapport à ça ou peut-être pas du tout et c'est pas grave, mais, de dire: «OK, bah, aujourd'hui la blockchain, ça, voilà l'impact, justement écologique en termes de carbone, voilà l'empreinte carbone que c'est» et est-ce que dans votre, angle, vous avez aussi une volonté de pouvoir contribuer à faire en sorte que justement l'empreinte carbone de la blockchain, on puisse la diminuer? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a des choses par rapport à ça? Ah, on t'entend plus si jamais, Riles. Pardon, Hop. on m'entend? Pas de souci, on t'entend. Ouais. Non, alors, oui, je peux avoir quelques datas, effectivement. Ça reste des informations qui sont bien évidemment à prendre toujours avec précaution, parce que c'est des informations qui sont difficiles à avoir. C'est des informations qui sont limites aujourd'hui pratiquement à un niveau politique. Avoir l'honnêteté de dire que ça consomme tant, ouvrir la porte aux critiques envers ceux qui veulent taper sur la blockchain. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une différence majeure entre bon, déjà le fonctionnement de Bitcoin et aujourd'hui le fonctionnement d'Ethereum. Donc, il faut déjà savoir où est-ce qu'on va regarder. Est-ce qu'on va regarder sur les transactions de la finance décentralisée qui, en majeure partie, sont utilisées par Ethereum? Est-ce qu'on va aller regarder les transactions qui ont été faites avant de merge? Est-ce qu'on va regarder les transactions qui ont été faites seulement? Je ne sais pas si je perds l'auditoire, mais toutes les personnes doivent se renseigner sur ce genre d'informations. Le merge, c'est effectivement le passage et le changement d'Ethereum qui passe en proof of stake. Et donc, c'est important de savoir ce qu'on cherche. Ça, c'est difficile. Ce qui est sûr, c'est que Ethereum aujourd'hui, en POS, consomme moins qu'en POW et réuni consomme moins que juste le Burj Khalifa. Ça peut faire partie des datas que je pourrais juste vous envoyer juste après. Ce qui est difficile, et il faut être complètement honnête, en tout cas à mon niveau, des informations qui sont difficiles à aller récupérer, c'est que consomme réellement une ferme de minage, que consomme réellement tout ça. Ça, c'est des informations qui sont compliquées. Je ne pense pas, après je suis peut-être biaisé par ma blockchain adoption, mais je ne pense pas qu'effectivement ça consomme plus que ce que d'autres sociétés classiques font. Hein, effectivement, mais ça consomme quand même, donc il faut pas penser. Donc, ça dépend du pays où ils sont, ça dépend de comment les infrastructures sont faites. Il y a des contre-exemples qui peuvent vraiment être gros, comme bah, le Salvador et le fonctionnement du Bitcoin et leur minage du Bitcoin. Donc voilà, il peut y avoir beaucoup de choses qui se font aujourd'hui sur la blockchain Bitcoin qui vont dans le bon sens. Et en tout cas, ce qui est important, c'est que tout le monde réfléchit aujourd'hui à ce que la blockchain soit la moins énergivore possible. Donc voilà, la seule information que je peux vous transmettre, ça va être, je vais peut-être vous l'envoyer
en image juste après, c'est la différence de consommation entre le POW Ouais, et la petite par rapport ouais, au Burj Khalifa qui, en fait, qui pointe vraiment plus haut ouais, qui consomme, qui consomme énormément et je suis curieux de savoir, justement, du coup, tu parles de ce qui a été mis en place, du coup, par le Salvador au niveau du minage. Est-ce que toi, tu as plus d'infos? Tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Alors, il y a beaucoup de documentation et beaucoup de personnes, je pense, qui seront capables d'en parler vraiment d'une manière beaucoup plus fluide et surtout qui ont eu l'occasion d'y aller. Je pense que ce serait super d'y aller. Mais alors, je sais qu'il y a l'énergie volcanique qui est utilisée et je sais qu'il y a beaucoup d'énergies renouvelables qui sont utilisées pour le minage du Bitcoin. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un modèle qui a l'air de fonctionner, hein, qui a l'air de plus ou moins de bien fonctionner. Donc, je voudrais pas aller dans un dialogue où je risque de donner quelques mauvaises informations, parce que parce qu'encore une fois, c'est la porte ouverte directement à ce qu'on se fasse taper dessus par ceux qui nous critiquent sur ce genre d'informations. Mais ce qui est Ouais. sûr, c'est que ça fait partie des choses à regarder pour s'en inspirer, sans prendre parti de politique ou quoi que ce soit. Mmh. Il faut s'en inspirer parce que, même si c'est tout petit comme pays, il faut s'en inspirer parce que ça prouve que ça fonctionne. Ce qui est important avec le Salvador, je pense, peut-être de noter, c'est qu'effectivement, lorsque on voit aujourd'hui des pays qui mettent en place la blockchain, on voit que le réseau qui est quand même mis en avant, c'est Bitcoin. Et qu'on utilise souvent le Lightning Network plutôt qu'Ethereum ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est quelque chose à noter quand même à mettre en évidence que le Bitcoin propose aussi ses propres layers et a la possibilité d'utiliser le Lightning Network pour des transactions au quotidien, pour des choses là. Donc avec des frais qui sont très 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 minimes, vous pouvez très bien aller acheter votre pain. On entend beaucoup, hein, on ne peut pas acheter du pain avec Bitcoin ou avec. Je préfère acheter mon pain avec Bitcoin qu'avec Ether sur le réseau Ether. Sur un layer 2 d'Ether, bien évidemment, mais sur la blockchain Ether, c'est pas fait pour ça non plus. Et donc sur Bitcoin, on a le Lightning Network qui est clairement fait pour ça et je pense qu'il montre largement qu'il est capable de gérer beaucoup de transactions, ce qui est quand même très intéressant. Bah, merci pour toutes ces explications. Ouais, C'est vraiment très intéressant de t'écouter parler. On apprend beaucoup de choses. Je vais aussi, pour les personnes qui nous écoutent, revenir sur aussi les bases des consommations électriques parce que parfois, et on le dit assez souvent, dans le monde de la blockchain, ça consomme énormément. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, il y a beaucoup, beaucoup d'utilisateurs. Il y a des machines justement de minage donc qui sont connectées à l'électricité et à internet pour miner en permanence et tout ça, c'est énergivore. Et on dit: «Oh là là, ça coûte beaucoup d'électricité». Effectivement, ça coûte énormément d'électricité, mais moins que certaines choses et certaines données bancaires. Donc ça, c'est vraiment important de se dire qu'effectivement, cet écosystème, est un petit peu énergivore, mais beaucoup moins que certains. Faut savoir que pour produire de l'électricité, bah, déjà, c'est beaucoup plus énergivore que même de la consommer. Puis après, dans les prochaines années, dans les prochains mois pour certaines technologies, on va utiliser de l'énergie qui sera produite de manière verte. Parce qu'on peut utiliser de l'énergie, effectivement, de l'électricité à fond, mais si l'électricité vient d'une source verte, c'est moins grave, c'est moins polluant. Et en fait, c'est vraiment important de faire la distinction entre les deux. Consommer de l'électricité, ça fait partie du jeu. Peu importe ce que l'on va faire dans le futur, on va être amené à en consommer de plus en plus. Il n'y a pas vraiment de problème par rapport à ça, mais c'est de savoir quelle énergie on utilise et comment cette énergie a été produite. Donc, si c'est l'électricité, il n'y a aucun problème. Mais si ça vient d'une autre source et elle est totalement verte, c'est génial. Et la façon dont cette électricité a été faite. Donc, ça, c'est vraiment important pour les auditeurs d'aller se renseigner par rapport à ça, parce qu'il y a tout simplement des gens qui utilisent déjà des fermes de minage et qui sont 100% écologiques parce que, voilà, je ne sais pas, c'est fait avec du solaire, c'est fait avec de l'éolien, peu importe. Mais voilà, tu parlais du volcanique. On avait suivi un projet qui travaillait sur récupérer la chaleur des émissions des raffineries de pétrole, parce que souvent il y a beaucoup d'émissions qui sortent de ça. En fait, récupérer cette énergie-là pour pouvoir fabriquer et plutôt miner notamment du Bitcoin et autre chose. Donc l'écosystème étant très nouveau, hein, on ne parle pas de quelque chose qui a 20 ans, 30 ans, 50 ans, alors que tout ce qui est raffinerie, et cetera, le pétrole, c'est très, très long et ça fait déjà des années qu'ils sont censés se mettre à la page. Et bah, malgré tout, l'écosystème blockchain
est déjà en avance sur les autres technologies, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent de l'électricité et de l'énergie verte. Donc ça, c'est vraiment important. Merci en tout cas, Ariles, pour toutes les informations que tu as données par rapport à ça. Est-ce qu'on peut un petit peu, tu nous en as parlé juste avant, mais parler un petit peu de ton partenaire SmartBee, enfin votre partenaire. Comment ils travaillent? Comment ils ont accès à du crédit carbone? Ils sont liés à l'État? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un marché secondaire? Est-ce que c'est un système de trading? Comment on peut avoir accès à ce genre de choses et comment SmartBee fonctionne? C'est ça. Alors, ça fonctionne pas. Ils doivent avoir un agrément par l'État, bien évidemment. Ils doivent avoir une approbation gouvernementale et européenne qui leur donne donc le tampon, si je puis dire, société à but écologique. Hein, on va l'appeler société green. Ce qui est important, c'est que eux derrière ensuite sur le marché volontaire, c'est là la particularité entre le marché volontaire et le marché réglementé. Le marché volontaire, c'est voilà, vous pouvez aller chercher votre crédit carbone, on va le chercher comme ça, où vous voulez, hein, si je puis dire. Donc, il y a plusieurs fournisseurs de crédit carbone qui existent. Vous avez quand même les plus gros fournisseurs qui sont quand même en Amérique du Sud, avec la forêt Amazonie. Donc, SmartBee, eux, comment fonctionnent assez simplement, c'est que, encore une fois, pour parler en leur nom, et je vous invite à aller sur leur page LinkedIn, Twitter, pour bien comprendre, parce que, encore une fois, nous sommes qu'un partenaire de SmartBee pour ça. Eux ont d'autres actions qui sont dans leur projet, dans leur projection. Donc, je ne voudrais pas parler en leur nom sur leur philosophie qui est en dehors du crédit carbone qui vous concerne avec LinkedIn. Nous, avec eux, ce qui est important, c'est qu'ils travaillent avec un très gros fournisseur, l'un des plus gros fournisseurs mondial de crédit carbone du marché volontaire. Et c'est ce qui fait leur force aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ils ont ce partenariat sur du moyen long terme. Ce qui permet, eux, d'avoir un prix du crédit carbone qui doit être aux alentours des. J'ai pas honnêtement un tarif parce que c'est un marché qui est aussi soumis à certaines volatilités, mais aux alentours des $20 ou $20 ou $18 en fonction de combien est-ce que chacun. Voilà, j'imagine qu'il y a des négociations qui doivent se faire après, mais voilà, ça c'est l'importance de la solidité de notre partenaire. Mais il peut y en avoir d'autres, hein, c'est pas du tout fixe avec un partenaire comme SmartBee. Ok, très clair. Vous, comme SmartBee, vous êtes basé où? Vous êtes en France? Vous êtes à l'étranger? Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations par rapport à ça? Oui, oui, bien sûr. Alors, SmartBee, eux, ils sont basés sur Montpellier. Nous, alors moi, je suis basé sur Marseille. Donc, notre société sera basée en France. On n'a pas du tout pour objectif de la délocaliser. On en a pas, on en a longuement réfléchi, mais d'un point de vue uniquement réglementaire et savoir est-ce qu'on avait le droit d'exercer en tant qu'intermédiaire. C'était très important de ne pas être contre la réglementation. Sinon, l'équipe en général, elle est 90% basée en France. Sinon, on a un de nos développeurs qui est au Canada. Donc lui, il travaille du Canada mais sinon, basé en France, 100% en France. Yes. Ok, super sain. C'est aussi pour voilà, expliquer aux gens. Souvent, il y a des gens qui ont peur de travailler avec des sociétés qui sont hors France. Bon, bah là, vous pouvez y aller. Vous inquiétez pas. Ils sont de la région, donc vous pouvez y aller. Donc, vous parliez que vous étiez donc du coup juste avant intermédiaire. Comment et si bien sûr c'est pas quelque chose de confidentiel, comment euh, comment on rémunère un intermédiaire? Comment vous êtes rémunéré? Comment fonctionne le système de paiement? Est-ce que c'est des frais sur chaque transaction? Si bien sûr c'est pas confidentiel et si bien sûr on a le droit d'en parler, comment ça se passe aussi bien pour SmartBee que pour vous? Oui, alors au niveau de SmartBee, je n'aurais pas la réponse directement. Je pense qu'ils doivent certainement avoir une marge obligatoirement quand même entre l'achat et la revente du crédit carbone où ils doivent avoir un prix sur certainement le lot ou le nombre de tonnes qu'ils peuvent prendre. Nous, notre business model, il est assez simple, hein. On propose donc le crédit carbone qui est à partir de $20 sur la plateforme. On le fait payer en Ethereum sur notre prototype. Il faut préciser à notre auditeur que vraiment notre site, c'est vraiment notre MVP. Le site est ouvert, etc. et tout, mais
il est vraiment, c'est vraiment notre MVP. Donc, nous avons mis la somme en Ethereum de base avec la montée d'Ethereum, etc. Et tout ça. Il y a des ajustements à faire. Ne pas hésiter à nous contacter. On est disponible, que ce soit sur Discord, sur Twitter ou sur LinkedIn. S'il y a besoin de quoi que ce soit, d'informations, il n'y a aucun problème. Mais pour revenir à notre business model, c'est assez simple. Nous, on va avoir trois niveaux au niveau de notre manière de fonctionner. On va avoir la première entrée au crédit carbone qui est à hauteur de $20, effectivement. Et on va avoir la deuxième possibilité de compenser à hauteur de $40 le crédit carbone. Donc, ce qui fait payer le crédit carbone plus cher qu'aujourd'hui. C'est une prévision aussi que le crédit carbone va continuer à augmenter. C'est une prévision aussi européenne. Ça reste de la spéculation, bien évidemment, il faut faire attention. Mais la possibilité de l'acheter, le crédit carbone à $40, donnera directement l'accès à la DAO pour CleanChain. Et ce qui pourra du coup permettre aux personnes de pouvoir contribuer aux différents projets. Et nous, justement, effectivement, sur ces $40, on aura une compensation par rapport au fait que la tonne du crédit carbone sera, le client paiera, au lieu de récupérer de crédit carbone à $40, aura de crédit carbone. Nous, on en prendra 5, $10 peut-être sur les transactions qui passeront. Et il y aura la troisième phase, c'est la possibilité de payer le crédit carbone à $80, ce qui donnera accès, donc bien évidemment, à la DAO. Et derrière, la possibilité d'avoir des rendements sur investissement sur le fonds d'investissement qui doit être mis en place sur les différents projets qui sont green. Bien évidemment, tout ça, c'est la roadmap. Donc, à l'heure actuelle, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment le scanner, la possibilité de scanner. Vous pouvez compenser à hauteur de 40, 50, 60, 70. Ça sera pris en compte, bien évidemment, pour tout ce qui est DAO et la participation. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas encore mis en place. OK. Bah, c'est pareil, toujours super intéressant. Merci, merci pour tout le partage. Juste avant, pareil, on essaye toujours d'éduquer au maximum les gens. Donc, tu as parlé juste avant de MVP. Donc, je reviens sur le sujet. Un MVP, ça veut dire Minimal Viable Product, ce qui veut dire un produit minimum viable, ce qui est l'équivalent d'un prototype, même un petit peu plus gros d'un prototype. Donc, actuellement, le site internet de CleanChain, c'est un prototype évolué. D'accord, donc vous pouvez déjà l'utiliser. Et quand on est une startup, on commence toujours par un prototype, par ce qu'on appelle donc le MVP, qui permet après de continuer à développer la plateforme, mais aussi d'intéresser le marché le plus rapidement possible. Justement, comme on parle de technique, quels sont les plus gros défis technologiques quand on travaille dans votre secteur? Quels sont les plus gros défis technologiques qu'on a, et notamment peut-être liés à la blockchain? Je ne sais pas si on a eu l'occasion d'en parler, mais quelle blockchain vous utilisez? Pourquoi vous utilisez cette blockchain? Je sais que tu as parlé beaucoup d'Ethereum et aussi de Bitcoin. Est-ce qu'il y a d'autres blockchains qui, pour toi, pourraient être intéressantes aussi et avoir un enjeu majeur dans l'écosystème vert? Et une dernière question, et ça fait peut-être trop de questions d'un coup, je suis désolé. Est-ce qu'il y a une blockchain qui a été créée et qui existe, qui est 100% verte? Bon, c'est une très très bonne question. Je pense commencer par la dernière. Est-ce qu'il y a des blockchains qui sont 100% vertes? Il y a des blockchains qui peuvent le prétendre, donc qui tendent à aller vers. Pour parler pour parler des grosses peut-être capitalisations comme Algorand ou quoi, qui prétendent être dans cette voie-là. Ça reste compliqué de garantir quelque chose à 100%. C'est toujours très 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 difficile, je dirais. Maintenant, ce qui est, pardon, j'ai perdu la première question. Si je pouvais juste me la répéter. Alors, pardon, la première question, c'est quels sont les problèmes éventuellement Ouais, techniques que vous ok. avez dû faire face Oui, oui, pour accéder à ça? Parce qu'on donc on parlait du c'est MVP. ça. Pour passer d'un Mm, MVP à un produit final, quelle est l'évolution entre les deux? Et est-ce que, ouais, effectivement, est-ce qu'il y a mm, des mm, difficultés dans le secteur? J'imagine que mm, oui, hein, mais si tu peux nous en ouais, dire très très bien. plus. Non, non, bien sûr. La première difficulté, et c'est la difficulté qu'on va connaître tout au long je pense, de notre aventure, c'est d'avoir les datas les plus précises possibles. Les datas les plus précises possibles sont difficiles à avoir parce qu'encore une fois, c'est des données qui, si elles sont négatives, ne sont pas en la faveur en faveur. Si elles sont trop positives, elles sont pas forcément en faveur toujours d'un point de là où on se place. Donc, on est obligé dans un premier temps de faire avec les données que nous allons pouvoir récolter, qui sont vérifiables et officielles pour avoir des moyennes
de consommation. Donc, on aura du mal. Parce que ce qu'il faut comprendre pour nos auditeurs, c'est que vous pouvez faire une transaction à Marseille, pour prendre un exemple, je ne sais pas, Ethereum ou Bitcoin, et la validation, autant pour se peut, elle est bien évidemment dans un autre pays où pas, le prix du kilowattheure est 10 fois moins cher, les réglementations est différente. Ça peut être la ferme de minage super écologique, comme, je sais pas moi, le cliché, le cliché qu'on a. Donc, ça, on a du mal à le déterminer avec précision et avec certitude que la transaction a été validée à tel endroit. Il faut être complètement transparent. Donc, ce qu'on fait au départ, c'est qu'on se base sur la moyenne. Bon, ça, c'est nos développeurs hein, qui travaillent très, très dur dessus d'ailleurs. Mais ils se basent donc sur la moyenne d'émissions de la blockchain le jour même. Et donc, l'objectif, c'est d'affiner ensuite cette recherche avec au détail peut-être par heure, peut-être par demi-journée, etc., jusqu'à aller à quelque chose de vraiment plus peaufin, peut-être agrandir aussi notre équipe avec des personnes qui sont vraiment compétentes dans un domaine de calcul qui quand même, c'est pas du tout, enfin c'est vraiment un travail pas évident, il faut vraiment une personne qui s'y connaît aussi dans ce côté-là, donc l'objectif aussi c'est de s'agrandir. Et sinon, pourquoi Ethereum? C'est très simple. Ethereum représente, en termes de pourcentage, de tout ce qui est transactions et smart contracts, je pense, de plus de 90% de la blockchain, peut-être un peu moins, mais je dirais 90% de la blockchain. Donc, aller sur une blockchain qui représente 1%, voire 0,5% de transactions, même en termes de consommation, ça resterait, ça resterait très faible. Ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, c'est compatible EVM. Donc, à terme, dans les futurs mois, il y aura la possibilité d'utiliser n'importe quel token EVM pour compenser. Vous pourrez compenser en Matic, donc il y aura des frais en Matic, vous pouvez compenser en autre chose. Donc, ça se peut être intéressant. Mais c'est vrai que ça a plus de sens d'aller regarder la blockchain qui a le plus d'utilisation, le plus de smart contracts, qui fait quand même qui génère le plus de congestion en termes de réseau lorsqu'il va y avoir beaucoup de mouvements, sur tout ce qui est DeFi notamment, parce que là aussi, hein, c'est des consommations qui sont différentes d'une transaction. Juste, j'envoie un Ethereum à mon ami via le réseau blockchain où je paye des fois des transactions, des frais qui sont très très basses, ou alors j'utilise un protocole DeFi qui fait de l'achat-revente ou qui fait de l'arbitrage, etc. Il y a énormément de protocoles en DeFi qui peuvent consommer plus. Et ça reste quand même Ethereum le numéro un. Le deuxième qui va être mis en place, c'est évident, c'est Bitcoin, parce que c'est peut-être le numéro un dans la DeFi, mais le numéro un dans la blockchain, ça reste Bitcoin. Donc, bien évidemment que Bitcoin va être mis en place et Lightning Network va être mis en place, euh, même si sa consommation est quand même beaucoup plus basse qu'Ethereum et moins d'énergivore qu'Ethereum. C'est ce qu'on a pu voir. Quand je t'écoute, je me dis, c'est ultra challengeant parce que vous allez arriver sur un écosystème qui est en fait bon, le développement durable, l'empreinte carbone, qui intéresse tout le monde, mais que peu de personnes comprennent. C'est une vérité, hein, c'est un écosystème tout le monde sait que c'est le futur, tout le monde sait qu'il faut faire attention à ça, tout le monde sait que c'est en train d'évoluer à une forte vitesse, mais il y a encore beaucoup de gens qui ont du mal à le comprendre. Et en plus de ça, vous additionnez la blockchain, qui est la même chose, que tout le monde sait que c'est le futur, tout le monde sait que c'est ultra compliqué, tout le monde sait que dans tous les cas, il faut s'intéresser à la blockchain parce que la blockchain, c'est le futur, mais que personne ne la comprend non plus. Et donc, du coup, vous êtes sur les deux écosystèmes qui, mis à bout, fait que les gens, va falloir qu'ils s'accrochent pour comprendre. Et du coup, juste par rapport à ça, quelle est pour toi l'évolution des perceptions par rapport aux gens? Qu'est-ce qui peut se mettre en place au niveau, je ne sais pas, soit au niveau légal, peut-être par de l'obligation, ou autre chose pour faciliter et peut-être augmenter encore la connaissance des gens. Peut-être l'éducation, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est vraiment ça. D'ailleurs, quand on a commencé, même auprès de nos proches, quand moi j'ai commencé à leur expliquer que donc, je suis monté un projet crédit carbone blockchain, c'était les deux arnaques mis côte à côte, quoi. C'est c'est la taxe carbone. Parce qu'en plus, quand on parle de crédit carbone, beaucoup ont en tête la taxe carbone, quelque chose qui est passé sur Netflix, c'est complètement différent. Il y a le mot carbone dedans, mais la transaction et les choses sont absolument rien à voir. Et l'amalgame est vite fait. Maintenant, il y a forcément un travail d'éducation à faire. C'est obligatoire. C'est une nouvelle technologie. Je pense que
On va pas refaire l'histoire. C'est normal que les gens soient réticents à quelque chose de nouveau. Ils l'ont été par le passé. Je vois pas pourquoi aujourd'hui la nature humaine changerait. Donc, on a pris ce challenge en considération en sachant que ça peut caler de mieux en mieux. On est conscient que la démocratisation de la blockchain va, va aller, va prendre son chemin. Elle prendra le temps que ça prendra, mais ça prendra le temps que ça prendra, mais ça prend son chemin. De toute façon, comme toujours, la plupart des personnes attendent que tout soit obligatoire pour faire les choses. Donc, à un moment ou à un autre, la technologie, je pense, enfin, on peut tous se tromper, va être mis en place et va être mis en place au quotidien sans que notre quotidien ait changé. On est passé du sans contact, enfin du cash au sans contact, notre quotidien n'a pas changé. Donc, je pense qu'effectivement, une fois que il faut des gros dans le schéma classique pour faire confiance, pour donner la confiance aux gens, c'est normal. Aujourd'hui, si CleanChain réussit à être partenaire avec une grosse association caritative et qu'on réussit à travailler main dans la main avec en leur apportant la traçabilité, en leur apportant cette sécurité dans les transactions, en leur apportant tout ce que la blockchain peut apporter, et eux peuvent nous apporter toute leur structure, nous apporter tout leur réseau, je pense que ça peut que matcher. Parce que les gens ont confiance en la Croix-Rouge, ils se disent, du coup, sur la Croix-Rouge, si on a quelque chose qui nous donne la possibilité d'avoir une traçabilité et de savoir que tous les 6 mois, notre argent va dans tel pays, en Tanzanie, ou il est à Marseille dans tel projet, ça permettrait aux gens d'être encore plus proches de leur donation. Donc, ça va évoluer doucement, doucement. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Il y a la réglementation qui rentre. Ça va être tout nouveau. Comme toujours, il y aura au début beaucoup de personnes qui vont malheureusement devoir. Le fait d'être premier, c'est pas forcément non plus le meilleur, hein. Personne ne va être premier, personne ne va être dernier. Donc là, il s'avère qu'on fait partie des premiers. Il y a aussi beaucoup d'autres sociétés qui build dans l'écosystème, dans l'écosystème. Mais par contre, c'est très important de voir les sociétés qui build dans des bear markets, parce que l'objectif des sociétés qui build dans le bear market, c'est vraiment de construire des fondations solides pour partir justement avec des vraies bases, pouvoir survivre derrière sur des prochains événements difficiles du marché. Donc, c'est c'est un facteur qui est très important. Donc là, actuellement, ce que l'on peut souhaiter dans le futur pour CleanChain, donc pour votre société, c'est d'avoir de plus en plus de collaborations et de partenaires, notamment avec des associations et tout l'écosystème qui peut aller là-dessus. Parce que pour vous, pour grandir, il faut que vous ayez accès à un maximum de personnes dans cet écosystème, c'est exact? Exactement. Nous, ce qu'on souhaite, c'est échanger au maximum avec tous les acteurs qui aujourd'hui sont dans le marché en plus de la compensation et de leur proposer une possibilité supplémentaire d'avoir accès à peut-être une communauté qui ne souhaite pas ou ne veut pas le faire ou qui est déjà. Il y a beaucoup de personnes, enfin, moi en l'occurrence, hein, je suis dans le Web3, je suis donateur régulier. J'ai nommé ces associations parce que je suis donateur. Donc, je suis donateur auprès de la Croix-Rouge avec des virements bancaires. Tiens, si demain ils mettent en place une virement Web3, je pense que je serai partie des personnes qui utiliseraient la transaction. Donc, ça peut ajouter encore plus d'attraction et ça peut amener des personnes qui n'y avaient pas du tout pensé parce que ils veulent savoir où va leur argent. En termes de traçabilité, c'est très important. OK, super intéressant en tout cas, on apprend plein de choses et du coup, je rebondis sur un sujet qui est important parce qu'on sait que tu es aussi formateur. Tu es formateur pour, une société qui s'appelle RubyChain. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors déjà, merci beaucoup de le mettre en avant. Donc, mon associé aussi, quand même mes associés, donc on était 5, hein, mais il y a Julien aussi qui est formateur auprès de cet établissement. C'est RubyChain, donc ça se passe sur Montpellier, hein, c'est à côté de Castelnau. C'est un centre de formation qui va se focaliser sur les professionnels. L'objectif étant de former dans le domaine culturel. Donc, ça va être des sociétés qui sont dans le cinéma, des sociétés qui sont dans la musique, dans les jeux vidéo, dans l'architecture, et j'en passe, hein, vraiment. C'est tout ce qui est domaine culturel, et vraiment, c'est vraiment très, très, très large. Et l'objectif, effectivement, c'est de faire des petits blocs des sessions de 4 heures sur plusieurs jours, et de faire déjà
les bases de la blockchain, de pouvoir leur faire une formation donc de la découverte de la blockchain, qu'est-ce que c'est la blockchain, la décentralisation, vraiment expliquer un petit peu le fondement et l'essence même de la blockchain. Et puis derrière, dans un deuxième temps, prendre la blockchain, des cas d'usage concrets par rapport à leur secteur d'activité, leur montrer donc des cas d'usage concrets et ensuite aller dans l'explication des différentes possibilités que les boîtes peuvent mettre en place. À titre d'exemple, ça peut être des sociétés de musique hein, pour tout ce qui est, digitalisation, tout ce qui est digitalisation numérique. Ça peut être des jeux vidéo, des petits créateurs ou des créateurs de jeux vidéo, des boîtes de jeux vidéo pour intégrer des NFT, intégrer des marketplaces NFT. Il y a des cas. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire un tronc commun blockchain, expliquer qu'est-ce que c'est la blockchain pour vraiment démocratiser la chose, pour comprendre comment, pour pouvoir ensuite derrière passer sur un sujet peut-être un petit peu plus complexe, un petit peu plus poussé, mais qui permet du coup aux différentes personnes qui suivent la formation d'avoir des cas d'usage concrets par rapport à leur quotidien et non pas parler de finances décentralisées alors que les personnes sont dans l'âge du jeu vidéo, n'a aucun intérêt à l'instant T. Et permettre justement à ces startups ou à ces sociétés de migrer doucement et faire la transition Web 2, Web 3, qui est, à mon avis, indispensable sur les 10 prochaines années pour beaucoup de sociétés. Ouais, c'est clair Alors que. une question qui intéresse sûrement tout le monde. Je Vas-y, continue, vas-y, pardon. vas-y. Une question Vas-y, vas-y, t'inquiète. qui intéresse, vraiment tout le monde, c'est: est-ce que je suis obligé d'être à Montpellier pour suivre vos formations? Est-ce que c'est en ligne? Est-ce que c'est du physique dans des bureaux? C'est une très bonne question. Alors, actuellement, c'est que du B2B, donc c'est pas du retail. Donc, il n'y a pas d'obligation. Il faut être un certain nombre. Il faut être un certain nombre parce qu'on fait pas, c'est pas des formations individuelles. Ça va se dérouler entre peut-être 4 et 9 personnes, pas non plus trop de personnes pour que ça soit assez restreint, pour qu'on puisse être dans l'échange et pour que ce soit vraiment le plus pédagogue possible. Mais c'est pas du tout restreint sur Montpellier. Moi, je suis basé sur Marseille. On a un autre professeur qui est aussi basé sur Toulouse. Donc, effectivement, si demain, votre société ou la société de quelqu'un qui est sur Marseille souhaite, ou dans les environs, hein, souhaite bien évidemment bénéficier de ça, allez sur le site de RubyChain ou envoyez-moi un message. Je vous mettrai en relation avec RubyChain. Et puis derrière, si on peut le faire sur Marseille, sur Montpellier, sur Toulouse. Si vous êtes sur Paris, peut-être qu'il y a la possibilité de le faire sur Paris aussi. Donc n'hésitez absolument pas, ne vous bloquez pas du tout sur la localisation. Envoyez un formulaire de contact à RubyChain en expliquant le secteur d'activité dans lequel vous êtes, le nombre de salariés, et quelques petites questions. Et vous rentrerez en contact avec Margot, qui est vraiment top, et vous verrez, ça se fera tout seul. Parfait. Bah, en tout cas, merci pour, ces informations. Effectivement, si on est, donc une entreprise et qu'on souhaite avoir plus d'informations sur, la blockchain, bah, n'hésitez pas à contacter, Ariles pour ça ou tout simplement contacter directement RubyChain qui va pouvoir, vous faire le nécessaire. N'oubliez pas aussi et j'en profite, hein, vous savez que, Token Talkers, nous sommes aussi des formateurs. Alors pas forcément dans le domaine de la blockchain pure, même si c'est un de nos sujets, mais on est vraiment sur le secteur de la tokenisation. Donc si vous voulez, vous former dans cet écosystème de la tokenisation, bah, n'hésitez pas aussi à passer par Token Talkers. Et même si vous voulez vous former autrement sur la blockchain, passez par Token Talkers. On vous donnera les contacts de Ariles. Il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, on est un écosystème. On est fait tous pour faire grandir cet écosystème. On travaille tous ensemble, main dans la main, pour le faire grandir. Donc, l'idée, c'est pas que Token Talkers vendent des formations qu'ils ne sont pas capables de tenir, même si on est capable de faire beaucoup de choses. C'est de vous mettre en relation avec les meilleures personnes qui vont pouvoir vous accompagner sur les sujets, vos problématiques et vos besoins. Et je rajoute une dernière chose, et je sais que Lupo a beaucoup de choses à dire. On a aussi accès à des formations qui sont aussi bien pour le B2B que pour le B2C, donc qui permet à tout le monde de comprendre c'est quoi la tokenisation si vous êtes une société, ou pourquoi investir dans la tokenisation si vous êtes un particulier. Voilà, je laisse la main à Lupo, je sais qu'il a beaucoup de sujets à rajouter. Ouais. Ouais, en fait, l'idée, c'était. Non, mais moi, je rejoins Ariel en tout cas sur le fait. J'aime bien cette notion de tronc commun que nous, on a mis en place du coup, justement, sur notre espace de formation. En fait, on a essayé de former des personnes parce que beaucoup de personnes sont venues nous voir. OK, la tokenisation, on a envie d'apprendre, etc. En fait, dès qu'on rentrait un petit peu dans du technique, on voyait que les gens étaient complètement perdus. Donc, on a été obligé de faire un gros bloc Web3, en fait, même déjà tout simplement Web3, avec la philosophie, etc. Passer par plein de choses qui comportent le Web3. Ensuite, d'aller sur du blockchain
pour ensuite aller sur la tokenisation entre guillemets. Donc, comme tu dis, je pense que ouais, dans tous les cas, tout bon formateur, toutes les personnes qui veulent éduquer, même si c'est dans un sujet qui est très niché, comme ce que nous on fait, comme ce que toi tu proposes, etc. Bah, on est obligé. C'est comme si un petit peu au début, les premières personnes qui voulaient lancer des formations sur internet, elles étaient obligées de dire: «Bon, bah, OK, voilà, internet, comment ça fonctionne? Comment on se connecte? Quelles sont les possibilités d'internet?» Maintenant, aujourd'hui, bah, OK, on fait une formation, on n'explique pas comment fonctionne internet. Donc pour reprendre un petit peu ce parallèle en tout cas qu'on peut avoir, je suis convaincu qu'on doit y mettre de la clarté sans pour autant aller sans éduquer les gens et leur apprendre à créer un smart contract par eux-mêmes, mais juste, OK, à quoi ça sert? Quelles sont les limites? Quelles sont les opportunités, par rapport à ça? Donc, ouais, je suis en tout cas 100 d'accord avec-dessus. Le mot de la fin, Achilles, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, à tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a déjà, tous les sujets dont on a parlé? Est-ce qu'il y en a un sur lequel tu voudrais revenir? Avec grand plaisir. Non, je pense qu'on a vraiment déjà merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec vous. C'était très intéressant. J'espère que je pense que les personnes qui vont écouter le podcast, j'espère qu'on aura appris des choses. Qu'elles n'hésitent pas en tout cas à nous contacter ou à m'envoyer des messages s'il y a quoi que ce soit comme question ou des informations supplémentaires en rapport ou pas avec CleanChain, que ce soit niveau blockchain ou même des conseils pour l'entrepreneuriat. On est passé par certaines étapes, donc avec plaisir de pouvoir échanger avec ces personnes-là. Mais vraiment, voilà, tous main dans la main. Vraiment, merci pour cette opportunité. C'était vraiment top. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Dans tous les cas, sous la vidéo et sous le podcast, on va mettre toutes les informations pour que les gens, puissent te contacter et comme tu l'as dit, on est tous là pour faire grandir cet écosystème dans lequel, bah, on croit, énormément et qu'on a envie de faire grandir. C'est très vaste, il y a tellement de choses à faire. On n'a pas assez de temps et c'est pour ça que, on voit de plus en plus de spécialités, de niches qui apparaissent parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a tellement, tellement à bâtir, à faire. Mais en tout cas, on a vraiment apprécié, cet échange avec Jean. C'est pas lui qui va me contredire, qui avait hâte, aussi de tourner, cet épisode-là et ça pourrait être intéressant. Évidemment, tu pourras revenir quand tu veux. Tu es toujours le bienvenu pour qu'on puisse, dans des semaines, les mois à venir, avoir un peu plus d'informations, pour ce projet, pour CleanChain, pour tout ce que tu mets en place et avoir un peu, un feedback et même pourquoi pas revenir avec un de tes associés, un collaborateur, avoir un autre angle aussi, aller peut-être un peu plus en profondeur justement sur certains sujets. Mais en tout cas, ouais, c'était vraiment top. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Trop cool. Bah, écoutez, en tout cas, merci à tous nos auditeurs d'avoir, été là. On vous dit à très vite sur le podcast de Token Talkers. Avant de nous quitter, un rappel essentiel pour celles et ceux d'entre vous qui envisagent de franchir le pas vers la digitalisation de leurs actifs. Que vous soyez à la tête d'une entreprise innovante, propriétaire d'un bien immobilier ou tout autre actif à la vente, nous sommes ici pour vous accompagner dans la tokenisation de ce dernier grâce à notre technologie et notre expérience. Rendez-vous sur le lien dans la description de ce podcast pour découvrir comment nous pouvons transformer votre vision en réalité. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous si vous avez apprécié notre contenu. Restez à l'écoute pour plus d'épisodes de Token Talkers où nous continuerons à explorer le Web 3.0. À très vite.